Merci. Alors, est-ce que Oui. vous voyez le diaporama? Oui. Oui. Oui, c'est bon. Alors, donc au sein de notre association, on a différents clubs. Un club, un club qui est commun avec vous, Territoire Durable. Un club auditeur interne croisé, comme chez vous. On a un club management qui aborde différents sujets, notamment un sujet lié à la qualité de vie au travail. Voilà, c'est l'objet de notre rencontre. Et puis aussi, on a un autre club autour de l'accueil, de la relation à l'usager. En sachant que nous, on a une spécificité, c'est que nos adhérents sont essentiellement des professionnels du domaine de la qualité, de la sécurité de l'environnement, mais sur les 3 fonctions publiques et toute la sphère parapublique. Voilà. Pas mal de consultants, quelques entreprises, mais voilà. Je ne vais même pas dire qu'on les compte sur les doigts d'une main, c'est même pas tant que ça. Alors, bonjour à Christine qui nous a rejoint également. Bonjour à vous, merci pour la bonne adresse, Ouais, c'était un le peu bon lien. compliqué la connexion, visiblement, pour un bon nombre d'entre vous. Voilà, donc parmi nos clubs, donc un club, dans notre club management, on a un projet avec nos adhérents, c'est de mettre en point une charte du manager bienveillant et performant. Alors sur l'invitation, c'était l'ancien libellé, un manager 3.0, on n'a pas trouvé ça génial, on l'a renommé. Alors pourquoi manager bienveillant et performant? Parce que je pense que vous êtes comme moi, vous regardez souvent on parle beaucoup de management bienveillant sur les réseaux sociaux professionnels, mais finalement on s'aperçoit que il y a souvent une remarque en disant mais c'est pas en étant gentil qu'on fait avancer les choses et qu'on maîtrise la performance. Et voilà, nous on a envie de revenir aux fondamentaux de Deming. Je ferai un petit rappel sur une diapo sur les principes de Deming et on voit bien que bien-être au travail et performance sont intimement liés. Ça ne peut pas être opposé. L'un alimente l'autre nécessairement. Voilà, donc vous pouvez m'arrêter. Oh, vas-y, vas-y. Mmh. Vas-y. Alors, vous connaissez certainement la marguerite de la qualité de vie au travail. Je ne vais pas rentrer trop dans le détail. Voilà, donc il y a beaucoup d'axes de travail, de réflexion. Nous, on va se focaliser sur l'exemplarité managériale, parce qu'on pense que c'est un facteur déterminant de la qualité de vie au travail. Alors, j'ai appris une petite infographie qui est assez connue de l'INRS, sur la sécurité au travail. Donc, les chiffres clés sur les risques psychosociaux. 45% des actifs français déclarent devoir toujours ou souvent se dépêcher. Donc ça, c'est intéressant parce que là, ça rejoint les concepts de bonne planification et de bonne régulation de l'activité, etc., qu'on retrouve bien souvent dans nos objectifs ISO ou autres. 27% déclarent devoir cacher leurs émotions, faire semblant d'être de bonne humeur, toujours, souvent. Alors ça, c'est intéressant aussi, voilà, surtout quand finalement, on a beaucoup d'ateliers pour être de bonne humeur. Alors, normalement, je ne sais pas si vous avez vu, j'ai un copilote sur cet atelier, c'est un coach bien-être au travail, Franck Mansuy. Alors, je crois il m'a dit qu'il allait essayer d'être présent, mais alors, il travaille beaucoup sur le yoga du rire et tout ça, donc ça, c'est vrai que c'est des super trucs. Maintenant,
c'est vrai que faudrait pas que ce soit l'arbre qui cache la forêt, il faudrait pas non plus que ce soit la seule réponse à apporter, hein. Je pense qu'il faut aussi travailler, on a fait un travail de fond, ne pas nécessairement imposer la bonne humeur quand les conditions ne le justifient pas. 9% disent devoir faire des choses dans leur travail qu'ils désapprouvent. Donc ça, c'est assez grave, hein. Alors, nous, fonction publique, malheureusement, c'est des choses aussi qu'on constate. Alors, on a un devoir de désobéissance, hein, en tant que fonctionnaire, mais il est rarement appliqué. Puis, il faut le justifier juridiquement, en plus. Ensuite, 30% signalent avoir subi au moins un comportement hostile dans le cadre de leur travail au cours des 12 derniers mois. Donc ça, c'est des chiffres de 2016. Ce serait intéressant d'avoir des chiffres plus récents. 25% disent devoir faire appel à d'autres en cas d'incident. Et enfin, 20% craignent de perdre leur emploi. Alors, c'est vrai que nous, fonction publique, ça nous concerne un peu moins, mais malgré tout, on a quand même de plus en plus de contractuels chez nous. Et puis, puis des gens qui peuvent être également placardisés, hein. On parle de perte d'emploi, mais il y a d'autres. Chez nous, il y a d'autres risques, hein. Je sais pas, mes amis ici présents peuvent certainement témoigner de cas concrets. Et le licenciement existe, hein, on l'a déjà pratiqué. Oui, licenciement pour faute, hein, aussi. Donc, c'est vrai que pendant longtemps, on s'est dit, la fonction publique n'est pas concernée par ce critère, mais plus, sans compter les transferts de compétences, ce qui font aussi que les gens ou pour insuffisance professionnelle. Oui. C'est des doux euphémismes. Ouais. Alors, une autre infographie de l'INRS, c'est les 6 catégories de facteurs de risque psychosociaux. Je trouvais que ce graphique était intéressant également. Premier facteur, l'intensité et le temps de travail, surcharge de travail, existence d'objectifs irréalistes ou flous, longue journée de travail, instruction contradictoire ou injonction contradictoire, travail en horaire atypique, imprévisibilité des horaires de travail, etc. Donc ça, c'est vraiment des points intéressants. Alors, je ne sais pas si on l'a bien intégré dans notre charte, hein, c'est peut-être des choses qu'il faudrait qu'on garde dans un coin de notre esprit. Exigence émotionnelle, donc tension avec le public, contact avec la souffrance ou la détresse humaine, exigence de devoir cacher ses émotions. Donc ça, alors nous, dans nos services publics, on y est régulièrement confrontés, hein, mais je pense que dans le privé, c'est aussi le cas dans certains secteurs d'activité, en tout cas dans les services. Et c'est vrai qu'on constate de plus en plus que les tensions avec le public sont de plus en plus acerbes. N'est-ce pas, Thierry? Tu peux me confirmer sur ta médiathèque? Alors, on ne t'entend pas, Thierry. Oui, pardon. On constate effectivement depuis la Covid, alors, selon les périodes, oui, une certaine tension, voire une certaine agressivité. Alors, c'est par vague, c'est justement ça qui est souvent fatigant, c'est que tout arrive d'un coup. Et c'est plus des cas spécifiques comme on le voyait avant. C'est monsieur ou madame tout le monde qui devient assez exigeant. Ça, nous, on a des fois des réactions épidermiques à l'accueil parce qu'on leur demande de faire un signalement sur notre application informatique et là, il y a une réaction totalement répressive face à l'usage du numérique pour certains usagers qui se sentent agressés. Et ça, c'est des choses qu'on ne connaissait pas avant. C'est vrai que c'est des cas de conflit, une situation conflictuelle qu'on ne connaissait pas avant. Très bien, Serge, vous confirmerez, mais lors d'audits dans des services purement administratifs à l'hôtel de ville, oui, ça c'est quelque chose qui remonte régulièrement à un certain nombre de gens qui sont sur le côté du numérique. Et donc, les quelques personnes qui sont à leur service, que ce soit dans les halls d'accueil, que ce soit au téléphone, en prennent plein la figure. Donc, on a été trop vite, enfin, ça c'est une évidence. Oui, c'est sûr. Bon, on essaye de mettre en place maintenant des dispositifs pour pallier à ça avec les conseillers numériques,
les agences rend service, etc. Mais voilà, il y a beaucoup de travail là-dessus, hein. C'est une évidence. En tout cas, les Donc, conseils si le- numériques, c'est remarquable, hein. Ouais. Nous, il faudrait même qu'on en ait 3 ou 4 fois plus, tellement on voit que ça répond à une demande. Ouais. Et l'obligation aussi qu'on a dans Service Public Plus, par exemple, de pouvoir proposer quand même un traitement administratif classique des demandes d'une instruction classique non numérique, voilà, pour les gens qui ne peuvent pas, voilà, voilà, ça c'est une obligation réglementaire et ça on l'oublie un peu trop souvent. Troisième facteur, le manque d'autonomie. Donc, faible marge de manœuvre pour faire son travail, rythme de travail imposé, ne pas pouvoir développer ses compétences, ne pas participer aux décisions. Donc ça, c'est vrai que de plus en plus, je pense que vous avez dû le constater aussi, les collaborateurs sont en demande de plus en plus à la fois d'indépendance dans leur mission, mais également c'est paradoxal, hein, c'est pouvoir être plus impliqué dans le management, travailler de manière plus collaborative par équipe. Voilà, le temps du cadre autocratique qui décide tout seul dans son bureau et qui fait appliquer ses décisions à son équipe, c'est un peu fini. En tout cas, il y a une attente très forte de la part des équipes, hein, qui veut. Je pense que il y a vraiment une évolution globale, voilà, avec l'évolution des pratiques des réseaux sociaux, etc., qui fait que voilà, les gens ont pris l'habitude de prendre la parole, c'est une bonne chose, de s'exprimer, de donner leur point de vue, et c'est valable également dans le monde du travail. Et là, il y a des attentes très fortes par rapport à ça. Excusez-moi, l'étude, elle date de 2011, donc elle a 11 ans, c'est ça? Non, 2016, je crois. Je vois sur Source Rapport Body Ah oui, de 2011. ah oui, tout à fait. Pour cette affiche, c'est 2011. Ouais, donc je peux me permettre, je sais pas, après, je suis toujours intéressé quand je vois une étude de savoir d'où ça vient et qui a été audité. C'est l'INRS. L'INRS, est-ce que c'est des grosses boîtes, des petites boîtes? L'INRS, c'est l'Institut. Oui, je connais très bien. Ouais, je connais très bien. Ce que je veux dire par là, je suis très vigilant vis-à-vis des études et des statistiques qui sont faites. Oui, Parce que son autonomie, par exemple, je n'ai pas le sentiment que ça se réduit. Au contraire, je pense que ça s'améliore. Je sais pas, je me permets de réagir, hein, mais voilà. Alors là, c'est les facteurs de risque psychosociaux. Ce sont les facteurs, d'accord. Oui, Okay. c'est les facteurs de. Voilà. Après, c'est vrai que je n'ai pas le détail. J'ai parfaitement honnête. Hein, j'ai fait rapidement un petit diaporama. Très bien, juste un commentaire. Voilà, c'est juste pour donner des faits pour alimenter notre réflexion, pour se chauffer un petit peu les neurones avant en préambule. Mais après, oui, je suis d'accord avec vous. Hein, c'est vrai qu'il y a justement ça rejoint un peu ce que je disais, c'est que le management collaboratif se développe de plus en plus. Et par contre, quand on se retrouve quand on a l'habitude d'avoir un chef qui est à l'écoute de son équipe et quand tout à coup on change de service, on change de structure, on change d'entreprise, on se retrouve avec un chef qui est pas dans ce mode de management, automatiquement, c'est vrai que je pense qu'on est rapidement en situation de souffrance au travail. Quand on a connu que ça, c'est normal, mais quand on a connu mieux, c'est difficile de s'adapter. Si on est millénial, c'est plus radical, hein, on s'en va. Ouais, c'est ça. Ouais. Alors, quatrième facteur, rapports sociaux au travail dégradé, relations conflictuelles avec les collègues ou la hiérarchie, aucune perspective de carrière, harcèlement moral. Donc là, voilà, moi, je ne sais pas quel est votre ressenti. J'ai essayé de rechercher des chiffres là-dessus. Bon, je n'ai pas trop le temps de trouver. Moi, j'ai l'impression que ces relations conflictuelles, hiérarchiques, ont plutôt tendance à augmenter, mais c'est une impression. Avec mon échantillonnage de ce que j'ai pu voir. J'aimerais bien avoir plus de chiffres, mais visiblement, alors il y a quand même un phénomène, hein, là, on a parlé de la grande démission, voilà, des gens aussi qui font de la grève du zèle en ce moment. Voilà, donc, management, ouais.
Tout à fait. Et c'est vrai que je pense que c'est la conséquence de cette dégradation des relations voilà, entre collègues et avec la hiérarchie, voire avec les usagers ou les clients, comme on a pu voir. Et je pense qu'il faut aussi prendre en compte que la période de crise sanitaire, plus un certain nombre d'éléments qui ont été fortement médiatisés, ont bougé aussi de manière conséquente le niveau d'attention et d'exigence des salariés. Avant, je vais prendre un exemple flagrant, je ne vais pas parler de la Covid parce que là, il y a eu assez de publications là-dessus, mais prenons par exemple le mouvement MeToo. Le mouvement MeToo a changé radicalement la perception qu'on pouvait avoir sur la notion du harcèlement. Je n'ai jamais rencontré un entrepreneur qui me dise ça n'a eu aucun impact chez moi, c'est pas possible. Donc il y a des évolutions un petit peu par palier qui se font et qui nous obligent en permanence, dès qu'on se préoccupe de QVT, d'être extrêmement agile parce que voilà, le contexte peut faire bouger complètement la boîte à outils qu'on a à disposition à un moment T, quoi. Ouais, je suis entièrement d'accord. 5e facteur, les conflits de valeurs. Donc, ne pas être fier de son travail, ne pas pouvoir faire un travail de qualité. Alors ça, on verra que ça rejoint un des principes de Deming, pouvoir être fier de son travail, enfin, de pas d'avoir d'obstacles empêchant d'être fier de son travail. Alors, les démarches qualité sont un outil de valorisation et de fierté pour quand on obtient un certificat ou un label, en tout cas pour les équipes. Mais il n'y a pas que ça, c'est un des outils. Là, j'accompagne actuellement une collectivité alsacienne dans leur démarche qualité et on hésitait sur partir ou pas sur une certification et les cadres, je les ai fait voter un petit peu sur leurs objectifs à atteindre. Et ce qui est arrivé en premier, c'était la certification pour valoriser leurs équipes. Alors ça fait plaisir. Alors, 6e facteur, l'insécurité de la situation de travail. Donc, peur de perdre son emploi, dont on parlait tout à l'heure, non-maintien du niveau de salaire également, contrat de travail précaire, restructuration, incertitude sur l'avenir de son métier, etc. Alors, c'est vrai que même si ces 6 facteurs ont une dizaine d'années, je pense qu'ils sont toujours quand même des facteurs en effet aggravants sur les risques psychosociaux. Donc un petit rappel, donc Edward Deming a écrit un bouquin il y a 40 ans. Je n'ai pas besoin de présenter Edward Deming, tout le monde connaît un rôle de l'amélioration continue. Voilà, donc son bouquin, ça s'appelait Hors de la crise, et c'est là où il avait développé les 14 principes de management. Et il y en a quelques-uns, ou en tout 3 qui me semblent vraiment correspondre au sujet de ce jour. 6 principes. Donc, le principe numéro 6, donc former en permanence, instituer une formation professionnelle permanente. Alors, j'aime beaucoup sa phrase. Si vous pensez que la formation coûte cher, essayez donc la compétence. Voilà, donc c'est vrai que la formation, alors on en parlait tout à l'heure quand on attendait les connexions, je disais que j'étais frappé par le faible nombre de jours de formation qu'on avait eu l'année dernière. Alors certes, il y avait la crise sanitaire est passée par là, mais les chiffres chez nous sont assez catastrophiques. Ça, c'est quand même... Alors, on a un spécialiste, Nicolas. Vous constatez une plus grande difficulté sur aujourd'hui la dynamique de formation pour les entreprises? Sur la formation des collaborateurs? En général, sur le nombre de personnes dans des entreprises qui partent en formation sur les dernières années. En enlevant 2020, qui était une période un peu spéciale, mais est-ce qu'on a le sentiment qu'il y a eu un changement de comportement des entreprises par rapport à la formation? Non, moi, je n'ai pas le sentiment, puisqu'on était en croissance pendant 3 ans de 10% par an en termes de formation. On forme à peu près 6500 stagiaires par an maintenant au sein de CIFCO. Ouais. Et la partie, tout ce qui est au management, communication et développement personnel est même en forte augmentation.
Ce qui nous a poussé d'ailleurs à développer des certificats de compétences en entreprise certifiés par le RNCP, avec notamment l'animation d'équipe ou tuteur en entreprise, et réimplanter au niveau de CIFCO et notamment en Franche-Comté une nouvelle formation qui s'appelle PMO, qui vient du CEPI, qui forme justement des formations leadership et management. Et nous, c'est un axe de développement très fort chez nous. D'ailleurs, on va faire une grande messe sur le management et une grosse enquête, notamment qui aura lieu en 2023, avec une séance au mois de juin 2023 sur c'est quoi le manager de demain et quelles sont les attentes. Et il y a un article qui dépend d'Harvard Business Review, je ne sais pas si vous connaissez, et qui dit qu'il faut rendre la formation des managers obligatoire. Et voilà. Donc là-dessus, moi, je suis à fond là-dedans, puisque c'est 25 ans de la formation management. Et voilà, c'est un axe de travail du premier semestre 2023. C'est indépendamment des théories managériales, c'est quoi? Parce que des fois, il y a beaucoup de marketing, on y met des trucs pas possibles. Mais non, en termes de formation, pour répondre à la question, non, aujourd'hui, il y a vraiment, en Franche-Comté, j'entends, parce que c'est la zone dans laquelle je suis, il n'y a pas une baisse significative des besoins en formation. C'est peut-être dû aussi au dynamisme de votre entreprise et de votre offre de formation. Oui, ça peut-être, mais en tout cas, on peut avoir un bon dynamisme et puis pas avoir de formés en face. Hein. Oui, c'est sûr. Moi, je partage l'observation de M. Bourguignon. Hein. Il n'y a pas eu de baisse de formation. On est plus sur une demande croissante également. Hein. Donc, c'est Élodie qui prenait la parole? Oui, c'est moi, pardon. C'est Élodie. Et donc, vous êtes au sein d'un organisme de formation également? Oui, un cabinet RH qui a aussi tout un penchant formation et on n'a jamais eu autant de demandes que depuis 2 ans. D'accord. Avec des demandes globales, pas que des petits groupes ou des accompagnements individuels. On a des structures qui nous confient des formations pour l'ensemble des collaborateurs et des managers d'une même entreprise. Ah oui, alors c'est ça qui est intéressant. Alors, peut-être aussi que là, il y a la formation catalogue ou la formation individuelle est en train d'être petit à petit remplacée par des formations en intra, c'est ça, au sein des entreprises? Alors, moi, je suis spécialisée sur l'intra et sur mesure, donc je ne pourrais pas répondre à votre question par rapport à la formation catalogue. Alors nous, au CIFCO, on a 20% d'inter et on a 80% d'intra. Après, l'inter, après, c'est intéressant aussi d'avoir des gens qui se confrontent avec d'autres secteurs d'activité. Hein. Ouais. Après, je crois qu'il n'y a pas d'opposition à avoir entre l'inter et l'intra. Je crois que c'est en fonction du besoin de l'entreprise. Mais c'est vrai que nous aussi, pareil à CIFCO, on forme par exemple chez Wetokinon l'intégralité du management. On travaille avec l'EFS, on travaille avec l'IRTS, avec plein de choses, avec l'IFSI. Et on rencontre les mêmes problématiques, c'est repositionner le manager intermédiaire dans son rôle, quoi. Et il y a un vrai travail de fond à avoir là-dessus, quoi. Moi, je suis convaincu de la nécessité d'un cycle de formation pour les managers. Parce que j'ai travaillé pendant 12 ans en région parisienne, à la ville d'Elancourt, dans les Yvelines. Et c'est vrai qu'on avait eu un cycle de formation 2 jours par mois pendant 6 mois. Voilà, l'ensemble des cadres. Et je dois vraiment reconnaître qu'il y a eu un avant et un après. C'était assez impressionnant. Notre collectivité a fait un bond en avant incroyable après voilà, finalement une poignée de jours de formation. Mais par contre, je pense que le fait que ce soit une formation en intra, avec en plus une formatrice qui est également psychologue clinicienne et qui connaissait bien la structure, je pense que ça a vraiment fait bouger les choses. Après, si je peux rajouter un dernier point par rapport à ça, c'est que c'est bien de faire de la formation management, mais 2 choses. Déjà, la première chose qu'on commence, c'est on nettoie toujours les escaliers par le dessus. Donc, c'est-à-dire que si le comité de direction, la direction n'aime même pas former également, ça ne sert à rien. Parce qu'on dit, vous, encadrement, vous n'êtes pas formé, formez-vous. Et puis, la direction, elle n'est pas formée. Donc, ça, c'est la première chose, parce qu'on parle de QVT. Si la direction n'est pas sensibilisée à ça, ça ne sert à rien. Et on donne tout ça. Et puis, la deuxième, il faut que les formateurs soient des gens qui ont managé, quoi. Des gens qui ont une vraie expérience de management, qui ont été confrontés à des licenciements, qui ont été confrontés éventuellement à des conflits. Et ça, c'est essentiel, notamment par rapport au retour d'expérience. Voilà. C'est 2 choses importantes et que j'observe. Hein. Donc, voilà. Et moi, j'ajouterais que la formation sèche, elle a de moins en moins d'intérêt et que ce qui est le plus pertinent et là où on obtient le plus d'effets, c'est quand on associe ça à l'analyse de la pratique. Et c'est sans doute ce que vous décrivez par rapport à un parcours sur plusieurs jours avec des périodes
repos entre plusieurs périodes. Ça permet de pouvoir ramener les apports théoriques sur le terrain, se confronter à la maîtrise des outils, des techniques, des comportements, pour après pouvoir ramener ça sur les sessions et puis être dans l'échange de la pratique. Oui, tout à fait. Très bien. Alors, 8e principe de Deming, donc c'est la crainte, afin que tout le monde puisse contribuer au succès de l'entreprise. Oui, Deming partait, c'est qu'un salarié qui arrive le matin ne va jamais en faire un travailleur performant. Voilà, donc c'est vraiment fondamental, hein, je pense que. Et après, on viendra peut-être un petit peu sur l'expérience de Besançon et d'Elancourt. Mais voilà, on essayait aussi d'évaluer le bien-être au travail et la peur. 12e principe, permettez aux salariés d'être fiers de leur travail. Donc, supprimer les obstacles qui empêchent les employés, les ingénieurs et les cadres d'être fiers de leur travail. Alors, ça allait jusqu'à l'abolition du salaire au mérite et du management par objectif. Hein. C'est vrai que là-dessus, Deming allait assez loin. Après, ces points-là sont parfois discutés. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la valorisation du travail des équipes individuelles, collectives, etc., ça, c'est vraiment central. Alors, donc, nos adhérents, donc on a eu discussion autour de ce projet, enfin de ces problématiques, et donc l'idée de lancer une charte du management. Donc c'est ce que je vous disais un petit peu tout à l'heure. Il y a beaucoup de solutions, d'initiatives pour développer la qualité du travail, mais peu d'actions qui visent à promouvoir en profondeur le management bienveillant. Voilà, et donc également la pratique de l'auto-évaluation par les cadres et encore plus l'évaluation du N+1 par ses équipes, c'est des pratiques qui sont encore plus rares. Donc, comme je vous l'ai dit, voilà, Serge et moi, dans les années 2005, on a fait une première expérience d'enquête un baromètre interne auprès des agents. Voilà, où on leur demandait s'ils étaient heureux de travailler dans la collectivité, heureux de travailler dans leur service, et où on leur demandait d'évaluer leur N+1 via une douzaine de questions factuelles. Alors, je ne vous cache pas que quand j'ai lancé ça, j'avais la chance d'avoir un maire qui était un ancien chercheur du CNRS, qui n'hésitait pas à se lancer dans des projets audacieux et risqués, qui m'a dit « Fabien, allez-y, vous avez carte blanche ». Mais je ne vous cache pas que mon directeur général des services a failli avoir une attaque quand je lui ai présenté le projet en disant « Mais tu ne te rends pas compte, on va avoir tous les syndicats et tous les cadres sur le dos ». Et puis finalement, le projet s'est très très bien passé, tout le monde était ravi. Bon, il fallait respecter des principes de confidentialité. Hein, bien sûr, on ne pouvait pas non plus donner les résultats à un cadre qui encadrait qu'une ou deux personnes, parce qu'automatiquement, il aurait pu se douter de qui aurait pu répondre quoi. Voilà, donc tout était anonymisé. On était garant de l'anonymat des réponses. Plus de la moitié du personnel, il y avait 75%, 76%, je crois, de mémoire, d'un personnel qui avait répondu à l'enquête. Et vraiment, ça a permis, d'une part, d'évaluer quels étaient les points, les axes managériaux à travailler en priorité, globalement, en interservice, sur les résultats globaux. Et puis, à chaque cadre, on leur donnait leurs résultats de l'évaluation de leurs équipes, et on leur disait, vous avez carte blanche, enfin voilà. En fait, ce que vous voulez de ces résultats, c'est pour vous, c'est pour progresser. Il n'y a pas d'obligation
de résultats, et ça a très très bien fonctionné. Pour la petite histoire, je me souviens que j'avais on a toujours peur de l'évaluation, hein, comme quand on lance des enquêtes, généralement, on a toujours souvent au démarrage, les gens ont toujours un peu peur, toujours très surpris des résultats qui sont toujours meilleurs que ceux à quoi on peut s'attendre. Là, c'était un peu pareil, hein, et donc j'avais une directrice qui m'avait dit: «Mais Fabien, tu vas pas évaluer mes cadres intermédiaires, déjà qu'ils ont du mal à s'en sortir avec leurs équipes, ils gèrent problème sur problème au quotidien. Tu ne peux pas leur imposer d'être notés par leurs équipes, les résultats vont être catastrophiques.» Et alors, je m'étais engagé, je lui ai dit: «Si vraiment les résultats sont catastrophiques et si ça peut porter atteinte à leur morale, on ne leur remettra pas les résultats.» Et puis finalement, les résultats étaient très bons, voilà, en dépit de situation professionnelle qui n'était pas évidente. Voilà, les équipes avaient conscience de la complexité du rôle d'encadrant intermédiaire, voilà, sur ce service. Voilà, donc, alors je ne sais pas si on a perdu Serge, j'aurais bien aimé qu'il me donne un petit retour de… Donc, alors, ce baromètre, moi je l'ai fait une seule fois sur Elancourt. Serge, après, l'a repris sur Besançon en 2006, et depuis, il le fait chaque année, tous les 2 ans, je ne sais plus. Et là, justement, il est en train de préparer la nouvelle édition. Et finalement, cette initiative est un peu, voilà, c'est ce qui a un petit peu nourri notre réflexion. Voilà, donc dans un premier temps, on s'est dit, est-ce qu'on va généraliser cette démarche, ce questionnaire auprès des agents, mais comment? C'est pas évident, hein, comment on ne peut pas l'imposer. Donc, on est parti sur un autre principe. On s'est dit, on va partir sur un principe d'exemplarité. Un cadre qui veut s'auto-évaluer et se faire évaluer par ses équipes, voilà, on va lui mettre à disposition une grille. Et voilà, et puis les meilleurs résultats pourront donner lieu à un prix derrière, histoire qu'il y ait une carotte, hein, et puis une reconnaissance. Et puis, l'idée, c'est, comme on aime beaucoup les audits internes croisés, comme voilà, que ce soit en Lorraine, en Franche-Comté, Bourgogne, dans le Grand Est, on sait que les audits internes, c'est aussi un moyen de faire passer un certain nombre de messages, d'essaimer un certain nombre de bonnes pratiques managériales. Et là, on se dit que ça peut être également un très, très bon levier de diffusion. Bon, je vois que Serge n'est pas reconnecté, tant pis. Il nous fera peut-être un petit retour à la fin de l'atelier. Voilà, donc je ne sais pas si vous aviez eu le lien vers notre projet de charte. Donc, dans ce projet de charte, pour l'instant, on a 36 items d'évaluation. Voilà, donc, alors d'abord, on a quelques principes, hein, que j'ai déjà commencé à énumérer. Donc, principe d'exemplarité par la reconnaissance des cadres, sachant combiner bienveillance et performance. Donc ça, c'est important, hein, on n'est pas simplement dans la bienveillance, mais voilà, il y a aussi des évaluations sur les capacités à voilà, obtenir des résultats sur la gestion d'une équipe ou d'un processus. Principe de volontariat, comme je vous l'ai dit, je pense qu'il faut partir sur… alors, c'est pareil, c'est aussi nourri par nos réflexions suite aux audits qu'on a pu constater. On a rencontré des fois, lors des audits, des chefs de service, des directeurs tout à fait extraordinaires. Quand on interrogeait les équipes, on voyait qu'il y avait une sincère admiration des équipes envers leur N+1 ou leur N+2. Et voilà, donc c'est ces personnes-là, voilà, qu'on voudrait mettre sous le feu des projecteurs, hein, qu'on voudrait mettre en lumière. Et puis pas simplement, parce que des prix du management, il y en a plein, hein, je pense que vous en connaissez tous. Bien souvent, c'est des dossiers à remplir, donc c'est
valoriser une bonne pratique managériale ou un truc comme ça. Là, l'idée, c'est vraiment de mettre de mettre le projecteur sur des cadres qui sont de bons managers et qui reconnus comme tels par leurs équipes. Voilà, c'est vraiment le principe. Donc, on part sur une auto-évaluation des cadres et une évaluation miroir des cadres par leurs équipes, avec une garantie d'anonymat. Et puis, à terme, des audits croisés pour être mis en place par d'anciens cadres lauréats. Ça, ce serait la solution idéale. Voilà un petit peu le principe. Sur lequel on a commencé à arrêter. Maintenant, si vous avez d'autres idées ou d'autres remarques, vous pouvez nous dire que c'est complètement déconnant notre projet. On est prêt à tout entendre. Et puis après, je vous proposais de repartir, balayer en détail le référentiel, mais déjà sur les principes, qu'est-ce que vous en pensez ? J'ai toujours un peu de mal avec les mots qu'on a tous au management, quoi. Bienveillant et performant. Voilà, tout simplement. Pour moi, on donne une charte du prix du manager. Après, c'est les mots qui se rajoutent. Pour moi, il y a le manager, il y a le leader. Le mot bienveillant et performant, je ne sais pas. Ça me questionne. Parce qu'on pourrait mettre d'autres mots, plein de mots. Oui, bien sûr. Oui. Voilà, donc ça connote déjà quelque chose, nous bienveillants et performants. Ça nous donne une orientation. Donc après, si c'est le choix, pourquoi pas. Hein. Mais je ne sais pas. Oui, non, on pourrait juste laisser manager. Vous me demandez de réagir, ma pure réflexion. Voilà. Ok. Après, c'est vrai que des prix du manager, tu as essayé de recenser combien il en existait. Oui, c'est ça. C'est ce que je disais. Il y en a un paquet. Ouais. À ma connaissance, il n'y a pas d'initiative similaire. Donc, c'est vrai qu'il faudrait quand même trouver une dénomination qui permette de le distinguer des autres prix du management, le prix du manager. Alors après, il y a beaucoup de prix du management. Prix déjà du manager, il y en a peut-être un peu moins. Mais je ne sais pas, il faudrait qu'on fasse un travail de recensement. C'est vrai que ce serait intéressant. Vous avez d'autres remarques? Après, le problème, c'est que si on laisse le mot manager, on peut aussi avoir la confusion avec la notion de direction d'entreprise. Et là, on est vraiment du manager opérationnel. Donc, éventuellement, c'est les prix du manager opérationnel. Et là, on a une connotation d'encadrement. Parce que souvent, management, si on met que le mot manager, ça peut être direction d'entreprise. Il y a tout système qui fait pareil, le prix du manager en 2021. Il y a le manager sportif de l'année. Il y a, oui, tout à fait. Donc, oui, je vois quand on tape moi, j'ai une remarque, Fabien. Tu sais, quand tu m'avais un peu chargé de regarder ce truc-là, j'avais consulté des consultants aussi et j'avais lu la littérature et certains, à la place d'empathie, parlent de sympathie parce que empathie, il y a une notion de souffrir en même temps et avec et tout ça. Or, un manager, il doit rester, je dis pas qu'il doit rester froid, mais il doit prendre du recul, il doit être en sympathie, mais pas forcément en empathie, dans le sens où il doit pas forcément pleurer avec ceux qui pleurent et crier avec ceux qui crient. Simplement, il doit essayer de comprendre l'expression des émotions de manière sympathique, bienveillante, mais en même temps, son rôle, c'est de maîtriser les siennes, ses émotions, en tout cas de les garder pour lui et de les gérer voilà, comme un grand, quoi. Je suis d'accord à 250% et à 2 millions de pourcents, parce qu'aujourd'hui, on parle beaucoup d'empathie. Et je suis vraiment d'accord avec vous là. C'est la première fois que j'entends ça. C'est ce que je prône dans les accompagnements, la différence entre sympathie et empathie. Voilà. Je suis d'accord. D'accord. Alors, ouais, alors, sympathie, monsieur. Pas le mot sympathique, on est copains, hein, c'est pas ça. Hein, mais oui, c'est ça. Moi, du coup, ça m'induit d'autres idées en tête. Alors, c'est vrai que, alors peut-être qu'empathie n'est pas le bon terme. Sympathie, c'est peut-être pas non plus
on peut peut-être essayer de trouver… La notion, c'est la notion de compréhension, c'est comprendre l'autre. Ouais. Quelqu'un qui est compréhensif. D'écoute, tout simplement. C'est l'écoute active, c'est l'écoute, c'est la… Ouais. Écoute active, c'est pas mal. Je pense qu'en plus, voilà, ça rejoint en plus la notion d'empathie, mais ça évite des perceptions biaisées. Après, quand on prend la définition vraiment de l'empathie, c'est pas à souffrir avec, normalement, mais je peux comprendre que… voilà, moi je fais part des professionnels qui m'ont fait ce retour-là. Ouais. Je ne suis pas allé vérifier s'ils avaient bien eu leur diplôme et tout ça. Moi, je pose des questions, j'écoute les professionnels en disant ils savent mieux que moi, et puis je relais ce que j'ai appris. Voilà. Ouais. Non, mais tu fais bien de… Je prends bonne note, c'est comme les autres remarques qui ont été formulées. J'ai tout simplement un stylo que je ne l'ai pas. Je vais essayer de retenir tout ça. Ok, donc je vais rentrer… Est-ce que vous avez d'autres remarques sur les principes, sans rentrer trop dans le détail de la charte, parce qu'en plus, normalement, on a déjà dépassé le temps imparti. Du coup, il faudra bien faire la vraie différence entre intelligence émotionnelle et empathie dans la présentation, parce que il me semble que on est sur des choses qui sont… Je n'arrive pas à lire correctement, mais sont un petit peu similaires. En fait, à travers l'empathie, enfin, à travers la sympathie, il y a la bienveillance. C'est-à-dire, c'est l'écoute, effectivement, mais bienveillance, ça veut dire qu'a priori, on croit celui qui parle, a priori. C'est-à-dire, on peut avoir une écoute active en disant cause toujours mon lapin, tu m'instructionnes, ou de toute façon, tu as tort par définition et tu te plains trop, en arrière-pensée. Ou l'écoute sympathique, c'est dire bon, j'écoute, mais en plus, a priori, je crois la véracité et le fondement des émotions qui sont exprimées. C'est ça que j'ai compris. Fabien, il y a un moyen de mettre plus large la charte, parce qu'en fait, moi, je la connais pas et puis je ne vois pas grand-chose. Je vais essayer de zoomer un peu. Vous l'avez déjà à l'écran, Oui, elle est à l'écran, mais elle est toute petite. D'accord. Est-ce que c'est mieux comme ça? Non, ça change On ne rien. voit pas le bas. Ah non, vous n'êtes pas de… Alors d'accord, attendez, alors je vais refaire un partage. Ok, vous étiez toujours sur la diapo. Je pensais que j'ai plus l'habitude d'utiliser Teams. Donc, hop, voilà, l'écran 3. C'est bon, vous l'avez à l'écran? Non, ça n'a rien de changé. Non. Ah non, attendez. Voilà, si je ne fais pas partager. C'est mieux. C'est mieux? Merci. Voilà, donc j'ai déjà reformulé écoute active. Ok, donc 6 points. Alors, on a essayé pour que ce soit agréable, on a essayé de regrouper, donc faire 6 thématiques et puis à chaque fois un nombre d'items à peu près équivalent. Après, on peut discuter la ventilation, mais après, c'est un côté un peu esthétique. Donc, sur le premier critère, sur l'anticipation, donc là, on reprend pas mal de principes ISO 9001. J'évalue régulièrement les attentes de nos clients et de nos usagers. J'évalue avec mon équipe nos principales parties intéressées. Je fais recadrer les objectifs stratégiques par les commanditaires. Je sais analyser et anticiper les risques. Je sais m'appuyer sur des réseaux professionnels pour actualiser mes pratiques et je sais évaluer les besoins en formation. Voilà, on est déjà là dans la performance. Ensuite, sur l'organisation, donc je fais confiance et je sais déléguer. Tout à l'heure, on a vu qu'il y avait les salariés voulaient être un minimum autonome, qu'on leur fasse confiance. Je pilote un plan d'action complet et de manière collaborative.
Là, on est aussi beaucoup sur de l'ISO 9001. Alors, excuse-moi, pour le coup, moi, je ne vois pas tout ce qui est à droite, là. Hein. Oui, C'est-à-dire c'est que j'ai normal. anticipation, organisation, intelligence émotionnelle, mais je ne vois pas ce qui est à droite. Hein. Oui, je déplacerai tout à l'heure. Je vous laisse. J'ai zoomé pour que vous puissiez… Donc, j'incite mon équipe à plus d'entraide. Alors ça, c'était aussi… Alors Serge, oui, tu diras peut-être en conclusion un petit mot sur ton enquête voilà, à Besançon à la fin. Hein, mais je crois que ça fait partie aussi de tes questions dans ton baromètre. Oui, bah oui. Je sais gérer mon temps et donne des conseils à mon équipe. Puis après, du pratico-pratique, j'organise des temps pour du 5S. Je rappelle que le 5S, hein, c'est des règles d'organisation, classement, rangement, etc., qui sont souvent utilisées dans les ateliers, mais rarement dans les bureaux ou dans le numérique, organisation numérique. Et c'est vrai que c'est aussi pas mal pour la performance et pour aussi le bien-être au travail. C'est plus agréable de travailler dans un environnement propre, rangé, ordonné et sécurisé. J'ai une question. Quand le prix va être remis à un manager, c'est les équipes qui vont l'évaluer ou c'est lui qui va s'auto-évaluer? Voilà, c'est ce que je disais. Lui, il s'auto-évalue et on demande, évidemment, pour que ce soit fiable, parce que l'auto-évaluation, c'est de faire donc de poser les mêmes questions à son équipe de manière anonyme. Et donc, ça va permettre de présenter les résultats avec sa perception à lui et la perception de son équipe. C'est intéressant parce qu'il a parlé d'eux. Alors, ouais, en fait, moi, le retour que j'ai de cette méthodologie, c'est que, enfin, peut-être que Besançon a bien avancé et pourra nous témoigner, mais moi, les freins que j'entends, c'est que les managers ou les N+1 ou les N+2 auront du mal à se détendre, et parce que ça peut être la foire d'empoigne, ça peut être un lieu de règlement de compte, voilà. Interroger, enfin, je veux dire, interroger les collaborateurs sur un N+1, c'est aussi éventuellement, suivant la maturité de l'organisation et des personnes, l'occasion de laver son linge sale bien comme il faut. C'est pour ça, Ronan, que… moi, j'ai entendu… Oui. En fait, si j'ai mis en préambule que c'était basé sur le volontariat pour les cadres qui souhaitaient s'auto-évaluer et en essayant de viser en priorité les bons cadres. Parce qu'évidemment, un cadre qui a des difficultés avec son équipe, il ne va pas se lancer là-dedans. Voilà, il va se faire harakiri, ça c'est évident. L'idée, c'est de valoriser les bons cadres, éventuellement pour savoir comment ils peuvent encore s'améliorer, sur quel point, voilà, quelles sont leurs marges de progrès. Mais je crois qu'après, c'est un peu la problématique d'évaluation 360. Si un manager se refuse à l'exercice et craint la réponse de ses personnels, c'est qu'il y a déjà beaucoup de mal de fait. Ouais, c'est ça. Donc, c'est pas une évaluation, une auto-évaluation qui améliorera les pratiques. C'est-à-dire que c'est pas la peine de faire ce jeu-là, quoi. Mais effectivement, peut-être pourquoi pas valoriser les managers qui ont à cœur d'avoir cette bienveillance auprès de leurs équipes. Je rappelle que l'objectif, c'est de tirer vers le haut, c'est l'exemplarité, c'est de faire ressortir les bons managers, les bonnes pratiques managériales, voilà, qui ne sont pas nécessairement innovantes, voilà, comme dans beaucoup de prix du management, on cherche l'innovation. Là, on ne cherche pas nécessairement l'innovation, c'est juste quelqu'un qui applique voilà, une grosse partie de ces bons principes auprès de son équipe. Après, il faut être vigilant qu'un dirigeant n'envoie pas dans cette charte un manager sans son autorisation et sans sa volonté. Oui. Et derrière, ce n'est pas un outil de positionnement de la personne, quoi. Okay.
Bah, écoutez… Et que ça serve à calculer les primes de fin d'année, quoi. C'est ça. Après, il y a une autre approche, c'est de se dire, il y a des critères et la question, c'est est-ce qu'il fait ces critères? Il peut y avoir deux approches, il y a une critère quantitative et qualitative. Par exemple, un manager dans l'organisation ne va peut-être pas forcément du 5S, parce qu'il n'en a pas besoin, parce que ce n'est pas une de ses pratiques. Voilà, donc ce critère n'est pas présent, et alors que d'autres le seront. Vous voyez, il y a deux approches. Il y a une approche de dire, est-ce que mon manager fait du 5S? Oui, non, c'est pas un critère d'évaluation. Vous voyez ce que je veux dire? Il peut y avoir aussi cette double entrée, une entrée, je fais ou je ne fais pas, je fais ou je fais bien ou je fais mal, ou j'ai besoin de m'améliorer. Voilà. Oui, alors en effet, c'est… Oui, après, on n'a pas été jusque pour l'instant aux critères d'évaluation sur chaque item. Mais en effet, on peut prévoir un choix non concerné, etc. Après, je reste quand même persuadé que le 5S, c'est applicable à peu près partout. Mais c'est applicable, mais ce n'est pas forcément appliqué. Oui, ah oui, non, mais tout à fait. Et par exemple, il y a des items sur lesquels, à mon avis, il faudra les déstructurer. Bon, je fais confiance chez délégué. Ce n'est pas forcément dire je peux faire confiance à des gens dans leur activité et puis pas les contrôler, mais pour autant, je ne délègue pas. Oui, oui, ça c'est une bonne remarque. En effet, on pourrait faire deux. Voilà, c'est juste une remarque, mais je veux dire, et puis il faut que la terminologie permette aussi aux gens de répondre. J'incite mon équipe à plus d'entraide, j'aide mon équipe. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut aussi qu'on ait une formulation qui soit une formulation de la part du manager et que cette formulation soit claire de la part du collaborateur. Mais si j'ai bien compris, ça, c'est pas le questionnaire, on est d'accord, c'est Non, c'est pour l'instant, c'est les critères d'évaluation. Voilà, c'est ça. C'est dans le questionnaire, en fait, où on va Oui, vraiment avoir reformuler, on peut… la formulation. Tout à fait. Donc, je disais, je suis à l'écoute de mon équipe. Je sais obtenir un compromis dans une négociation, je sais gérer un conflit, je sais créer de la cohésion d'équipe par des initiatives conviviales et je suis solidaire de mon équipe. Voilà, donc c'est… Alors ça, je peux vous dire que ça peut paraître un peu anecdotique, mais souvent les bons managers ont des initiatives de ce type. Alors, sur la partie leadership, j'essaye de montrer l'exemple. Je suis transparent dans mes pratiques et j'assume mes décisions. J'organise régulièrement des temps d'échange avec mon équipe. Je fixe des objectifs réalistes et partagés avec mon équipe. Et j'aide mes agents à résoudre des problèmes. Sur l'écoute active, je sais faire preuve d'empathie en me mettant à la place de mon interlocuteur. Je privilégie l'intérêt collectif plutôt que mon ego. J'essaye d'être neutre et d'apporter la même attention à tous. Je respecte la limite entre la vie privée et la vie professionnelle. Alors là, c'est vrai que là, pour le coup, oui, l'écoute active, ça n'a pas être tout à fait là-dedans, mais… En fait, les professionnels parlent de sympathie, donc je pense que ça a un sens pour eux. C'est des psychologues, c'est des coachs, donc je ne suis pas allé vérifier, moi, leur base théorique, mais je fais assez confiance aux professionnels. Voilà, moi, sauf, bien sûr, hein, tous les noms ont des connotations un peu vulgarisées et on prend voilà, des termes de comptoir. Maintenant, je ne sais pas si on a une approche un peu scientifique. Bon, moi, j'aimerais à mettre un terme qui soit reconnu par la profession, quoi. Oui, je comprends ce que tu veux dire. Mais je reste quand même persuadé que sympathie, ça va être compris peut-être par quelques experts, mais là, l'idée, c'est de s'adresser quand même à des agents. Oui, mais leadership, c'est tous les termes, hein. Leadership, tu vas demander ce que c'est le leadership à quelqu'un de la rue, ça va être la même chose, quoi. On va revenir à la définition. Allez. C'est quoi le leadership? Sympathie. Travailler, hein. Alors.
Pour Après, certains, le leadership, c'est Vladimir Poutine. Hein, donc, voilà. Donc, à ce moment-là, on… il n'est pas leader, Poutine, c'est un autocrate. J'ai entendu des Russes dire, bah voilà, ça c'est un chef, ça c'est un leader, parce que oui, mais leader c'est et leur leadership, approche. Mais après, leadership, c'est vrai que c'est des terminologies un peu professionnelles, du management projet ou du management hiérarchique. Bon, on ne s'adresse pas aux kidam de la rue non plus. Là, je pense qu'il faut un minimum de base commune de connaissances pour travailler, quoi. Et pour moi, si je peux me permettre de réflexion, s'il y avait un prix, ce serait le prix du leader. Parce que le leader, c'est la conclusion qui fait qu'un manager est reconnu pour ce qu'il est. Et par son exemplarité, par ce qu'il fait, par sa confiance, etc., les gens vont le suivre naturellement, indépendamment de son rôle hiérarchique dans l'organisation. Et pour moi, c'est avec Nicolas. Oui. Et pour moi, on peut être un bon manager. Ok, on est nommé par l'organisation dans la structure et on est adoubé. Ok, on a une autorité naturelle. On a une autorité. Mais après, le cran au-dessus, c'est que je suis considéré comme leader. Alors, quand je vois leadership, pour moi, je montre l'exemple transparent, c'est pas des intitulés propres au leader, c'est valable au manager. Le leadership, c'est reconnaissance des équipes vis-à-vis d'une personne qui vont le suivre parce qu'ils ont confiance en lui et ils vont le reconnaître comme étant quelqu'un qui a un pouvoir sur eux d'influence positive. Voilà, je peux me permettre. Donc, voilà. Il y a un niveau manager, un niveau leader. Voilà. OK. Après, on était reparti sur la définition ISO du leadership. Oui, après, il y a des définitions, il y en a autant qu'on en veut, voilà. autant que consultant. OK. Mais disons que c'est pour ça que nous, on essaye de partir sur l'ISO, qui est un cadre, voilà, qui sert de base de travail et qui est reconnu mondialement. Et parce que sinon, c'est vrai que si on va sur chaque chapelle, on va avoir du mal à trouver du consensus. C'est pour ça même que, du coup, je pense même que rester sur cet axe, c'est pas mal. Alors, prix du leader, pourquoi pas? Je ne sais pas ce que vous en pensez, les autres. Non, moi, je suis assez d'accord avec ce que dit Nicolas. Hein. Ouais. En tout cas, ça clarifie les choses. Mon chef d'équipe qui manie la carotte et le bâton, il est manager. Ah ouais, puis ça peut distinguer des différents prix du manager ou du management. Moi, je suis assez d'accord avec Nicolas aussi. Et voilà, par contre, du coup… On peut avoir le prix du manager, le prix du leader, et on a un niveau d'influence du manager qui est plus complète quand on est leader que quand on est manager, par exemple. Après, moi, je veux simplement vous faire une autre remarque, c'est sûr, je respecte la limite entre la vie privée et la vie professionnelle, je ne sais pas ce que ça veut dire, ça. Je veux dire, il faut être, à mon avis, être extrêmement vigilant vis-à-vis de certains termes, parce que qu'est-ce qu'on entend là derrière? Ça veut dire que la personne respecte les horaires? En fait, moi, je témoigne d'une organisation où les ragots, moi, je sais ou je savais ce que faisaient des collaborateurs, même des N-1, N-2, le week-end ou le soir ou pendant qu'ils étaient en congé maladie. Voilà. Et à un moment, j'ai travaillé dans une autre structure où il y avait aussi une équipe de direction où j'entendais une directrice de CCS faire… Moi, je n'étais pas son superviseur, quoi. Et voilà, je n'avais pas envie de savoir les gens qui avaient des problèmes, pas des problèmes. Non. Oui, il y a ça, en effet, je suis d'accord avec Ronan. C'est tout simplement aussi ne pas solliciter un collaborateur, sauf en cas d'extrême urgence, hein, mais pendant ses vacances ou son week-end, ou ne pas, ou très exceptionnellement lui demander de faire un travail sur son… Donc, ça veut dire qu'il y a bien deux dimensions. Une dimension de… Je rentre dans la vie de l'autre et je m'immisce dans sa vie privée. Et l'autre, c'est j'accorde une attention particulière entre sa charge et son équilibre de vie. Donc, pour moi, il faudra bien diviser ces deux aspects, à mon sens. Ça n'a rien à voir.
Oui, tout à fait. Et sachant aussi qu'il y a eu pas mal de publications sur le sujet, c'est que l'avènement du télétravail suite à la crise sanitaire a fait complètement exploser ce qu'on appelait vie pro et vie… oui. Voilà. C'est-à-dire que nos repères d'avant, ils n'existent plus pas. Et que l'imperméabilité des deux mondes, elle a volé en éclats. Mais qu'on admet que le télétravail favorise l'autonomie, favorise le portage des projets, et dans mon équipe, j'ai 100% de télétravailleurs, j'en ai pas un qui se plaint de pouvoir choisir ses jours de télétravail et de télétravailler, quoi. Mais je sais que, on a tous constaté qu'ils étaient plus productifs, et deux, je ne maîtrise pas du tout leur temps de travail. S'ils décident de travailler à 6 h ou à 5 h du matin, ça ne me regarde pas, et je sais que certains le font. S'ils décident de ne pas déconnecter à 20 h, j'ai aucun moyen de le savoir. Et je sais que certains le font et d'autres pas. Et là, c'est leur choix à eux, en fonction de leur rythme de vie, de rythme logique. Donc, quelque part, on respecte leur vie, on respecte leur rythme à eux, puisque c'est eux qui se l'imposent, du coup. Mais bon, en tout cas, voilà, je voulais simplement qu'on clarifie ce que ça veut dire, parce qu'on peut tout y mettre. Hein. Alors, je veux dire, ce que je vous propose… Oui, il y a une nuance. Alors, je ne sais pas si c'est là-dedans, mais moi, je pense à la déontologie de confidentialité. C'est-à-dire qu'un manager ou un leader, peut-être qu'il peut recevoir des confidences pour, ne serait-ce que par sympathie ou par empathie avec son collaborateur, pour bien comprendre ce qu'il traverse. Maintenant, utiliser ça ou parler de ça à un autre collègue parce que on dit ah bah oui mais celui-ci il a tel problème. Moi j'ai vu des gens qui voulaient plus bosser parce que ils avaient l'impression d'être à nu quand ils se baladaient dans la structure, quoi. Voilà. Ok. Moi, ce que je vous propose globalement, c'est on va retravailler les chapeaux, hein, les terminologies. On va les regrouper sous d'autres axes, peut-être plus par objectif, hein, dire qu'on a un certain nombre de bonnes pratiques et ils tendent vers quel objectif. Ce sera peut-être plus parlant. Si Christine m'y autorise, parce qu'elle est co-rédactrice d'un document, éventuellement, on peut vous mettre à disposition un alambic qu'on avait fait sur la SQVT, parce qu'il y a beaucoup de thèmes qui vont… alors, SQVT, parce que c'était santé et qualité de vie au travail à l'époque, qui est un outil d'autodiagnostic, donc un outil d'auto-évaluation, où forcément, on va retrouver beaucoup de thèmes qui se croisent, si ça vous intéresse. Quoi. Ça se recroise bien. Oui, volontiers. Ouais. Je vais vous le mettre… Alors, il y avait donc avant-dernier point. Donc, j'accorde un droit à l'erreur à mes collaborateurs. C'est très à la mode le droit à l'erreur, en tout cas dans nos administrations. Mais voilà, finalement, ce principe qui est intéressant à appliquer à nos usagers ou à nos clients être oublié. Alors, évidemment, dans les limites, on a le droit à l'erreur, mais pas la reconduire éternellement. J'associe mon équipe à la recherche de solutions et de pistes de progrès. Donc là, on est plus sur le management collaboratif. Je sais poser un problème et trouver des solutions. Je propose plus que je n'impose. J'essaie d'insuffler de la créativité et de l'intelligence collective en réunion. Et je sais reconnaître le travail de mon équipe et la valoriser. Voilà, donc c'était rapidement vous présenter. Moi, ce que je vous propose, c'est de retravailler peut-être les chapeaux, de vous envoyer, si vous êtes d'accord, un premier questionnaire. Vous pouvez peut-être tester sur vous-même pour voir ce que ça donne, voir en auto-évaluation. Voilà, et puis, puis peut-être se retrouver pour analyser cette première expérience. Oui, j'ai réfléchi un petit peu là sur ton hic sur la sympathie. Ça peut être bienveillance à la place de sympathie, hein, si c'est considéré comme plus acceptable ou mieux compris. Bienveillance, oui, tout à fait. Bah oui, comme on l'a retiré du titre, pourquoi pas.
Et je vous ai mis, si ça vous intéresse, un lien PDF dans l'espace de discussion, vous pouvez le télécharger. Oui, très bien, bonne remarque, Ronan. Alors oui, donc dans le lien de discussion. Alors moi, je vais vous redonner aussi le lien vers la Carto. Je crois que c'est celui-là qu'il faut que je vous donne. Les liens également. Et pour conclure, peut-être, ouais, Serge, si tu peux nous parler de ton projet en cours d'actualisation. Ouais, oui, c'est plus un projet, c'est-à-dire qu'on a, avec toutes les questions que ça pose, on dispose d'un baromètre social depuis 2006, donc, et qui a été maintenu chaque année. Effectivement, dans ce questionnaire-là, on a une partie qui ressemble, pour ceux qui connaissent ces référentiels-là, qui ressemble aux grilles de Sigrist et de Karasek, qui permettent de mesurer en gros le ressenti des salariés à l'intérieur de leur structure. Donc, beaucoup de questions qui commencent par mon manager, et qui permettent à nos salariés de l'exprimer. Alors, c'est assez intéressant parce que ces questions-là nous permettent non pas de faire un hit parade, mais nous permettent, en les regroupant, de mesurer donc tous les 2 ans l'évolution du ressenti en matière de pression au travail, en matière d'autonomie, et puis en matière de soutien, que ce soit par sa hiérarchie ou par ses collègues ou ses pairs. Et le côté assez intéressant, c'est que faire ce type de démarche en one-shot, ça peut présenter un intérêt, mais relativement limité. Le poursuivre dans le temps sur plus de 10 ans, ça veut dire que vous avez à un moment donné un véritable baromètre du mode de fonctionnement de votre organisation, et vérifier à un moment donné que les évolutions en termes de projet, d'organisation, de stratégie, vérifier quel impact ils ont sur le ressenti et le comportement des personnels. Donc, plus, on avait bien avant Sofres, qui avait communiqué là-dessus il y a quelques années, on avait eu le culot de fabriquer des courbes du bonheur au travail. Donc, on pose toujours les mêmes questions. Est-ce que je suis heureux d'occuper mon poste, heureux de travailler dans mon service, heureux dans mon organisation? Ce qui nous permet, depuis 2006, aussi paradoxal que ça puisse paraître, et c'est un problème de la poule et de l'œuf, c'est que on ne sait pas si c'est le dispositif qui permet l'écoute de la totalité du personnel ou c'est la réalité du terrain, mais on a des indices de bonheur au travail qui oscillent entre 95 et 98% depuis 2006. Ce qui est un indicateur plutôt plaisant. Mais en revanche, effectivement, les indicateurs de tension, d'autonomie et de soutien ressenti ont des très, très grandes variations suivant les entités qui sont enquêtées, suivant les services. Et là, ça permet également, effectivement, de travailler avec les encadrants, de travailler avec les personnels, de travailler avec les RH, de manière à pouvoir remettre à niveau l'ensemble du fonctionnement de la collectivité. Après, le paradoxe, c'est que c'est un dispositif qu'il faut il faut se battre pour le revendre tous les 2 ans à l'organisation, parce que ça fout la trouille. Parce que au départ, ça foutait la trouille au personnel, parce que j'ai eu des réactions très virulentes des syndicats déjà, parce qu'en disant que c'était pas notre travail, c'était leur, et des réactions virulentes des agents qui disaient mais je ne suis pas censé juger mon chef de service, je ne suis pas censé avoir un avis sur mon chef, même si je le donne à la machine à café par ailleurs, mais qu'on donne la parole à des personnels sur l'évaluation de la chaîne hiérarchique, ça peut effectivement surprendre, dérouter et déstabiliser. Donc là, aujourd'hui, même 10 ans après, il faut qu'on fasse beaucoup de pédagogie chaque fois qu'on relance l'enquête. Et là, cette année, elle a même un côté un peu spécifique qui va être complexe pour nous, pour 2 raisons. La première, c'est qu'on
On a initié un projet d'entreprise, un projet d'administration l'année dernière, et que la direction générale souhaite que le baromètre serve d'outil d'évaluation des premiers impacts de ce projet d'administration. Donc ça, c'est un petit peu complexe. Et puis, on a eu la chance d'accueillir un étudiant en master qui doit continuer sur ce sujet-là dans sa thèse, c'est-à-dire qui a analysé l'ensemble du verbatim, c'est-à-dire des questions ouvertes qui avaient été soumises au personnel pendant ces 13 ans. Donc, il a fait l'analyse de tous les mots qui étaient utilisés et l'analyse de l'évolution du discours qui renseigne beaucoup sur le sentiment, le mode de fonctionnement de notre organisation, et de découvrir un certain nombre de choses que l'on n'avait pas vues dans les questions fermées, forcément, hein. Des stats, ça reste que des stats, et qui nous a permis à un moment donné de restructurer complètement l'enquête et de travailler beaucoup effectivement sur des domaines nouveaux qui étaient le sens que je donne à mon travail, c'est-à-dire pourquoi je me lève le matin, voilà, quand je vais au travail, quand je me lève et je pense à mon travail, qu'est-ce qui se passe, la notion de vécu de la transversalité et de la co-construction, qui sont des jolis mots managériaux, mais qui dans les faits sont pratiquement antagonistes à nos modes d'organisation et d'organigramme. Donc on va en gros aller tester des choses où on risque de se prendre des portes dans la figure, et c'est toujours très compliqué d'expliquer ça à une équipe dirigeante. Voilà. Mais voilà, ce qui est sympathique, c'est de se dire qu'on est sur un dispositif continu, et tous les 2 ans, le 1er avril, on fait ça le 1er avril, ça tombe comme ça, le 1er avril, tous les 2 ans, on lance à nouveau cette enquête auprès de la totalité de nos personnels, c'est-à-dire 4000 personnels qui se trouvent enquêtés en même temps. Et il y a un réel plan d'action derrière par les managers, les encadrants, Alors, ça dépend beaucoup de la personnalité du grand patron. de l'évaluer. Du grand patron. J'ai vécu plusieurs périodes et époques. Là, on n'est peut-être pas dans la période la plus faste. Les premières années, ça a été des plans d'action excessivement structurants, lourds, chers. Voire, hein, en 2006, c'était la fracture numérique à l'intérieur de l'organisation, se rendre compte que 2/3 du personnel n'avaient pas accès au système informatique, alors que 80% de l'information passait par ce système. Enfin, des choses toutes simples. Et ce que j'ai entendu au début m'a fait sourire intérieurement, parce que de l'enquête de l'année dernière est née la nécessité de l'obligation de la formation des managers, un truc qui n'existait pas. Donc, plan d'action, oui, mais on descend à chaque fois, vous imaginez, 13 ans après, les gros morceaux de l'organisation ont été traités, et il reste des petites scories qu'il faut aller chercher au fur et à mesure, et de travailler sur du différentiel, c'est-à-dire que aujourd'hui, je peux vous donner pour mon organisation les endroits où il est bon d'aller travailler et ceux qu'il faut fuir en premier chef, parce que voilà, les cancres, ils sont là, et hélas, pour certains services, ils étaient cancres il y a 10 ans, et ils sont encore descendus dans la cancritude au bout de ces dizaines. On a continué à faire perdurer ce système-là. En revanche, on a des services qui sont passés du bon côté du graphique en l'espace de 4 ou 5 ans, c'est-à-dire que l'action du N+1 est visible sur les résultats qu'on peut obtenir de ce qu'expriment les personnels. Mais après, c'est vrai, hein, je suis d'accord avec toi, Christine, un outil d'écoute, un outil d'évaluation qui ne débouche pas sur des actions concrètes n'a aucun sens. Et aucun intérêt. Et puis, on ne leurre pas le personnel très longtemps avec ça. Non. Voilà, donc là, vous comprenez bien que l'initiative de Serge, voilà, elle est très en avance. Hein, il faut une certaine maturité, une grosse maturité managériale pour réussir à mettre en place et faire perdurer un tel système. Nous, notre initiative, finalement, elle vise à peut-être faire rentrer un petit peu dans les pratiques ce genre de pratique, enfin, d'une auto-évaluation à 360 degrés auprès des équipes du style management. Et je pense que c'est comme ça qu'on peut y arriver, parce que c'est illusoire de penser, là, je vois, moi j'avais lancé ça en 2005, Serge a repris en 2006, vous voyez, et depuis
depuis presque 20 ans, personne d'autre nous a suivis, quoi. Donc, et moi, je n'ai pas réussi à transposer ça dans les autres collectivités où je suis passé par la suite. Donc, voilà, c'est vraiment pas simple. Voilà, je pense qu'un prix, ça peut être un levier de motivation. J'ai un exemple concret. J'ai accompagné une maison départementale des personnes handicapées, voilà, où il y avait un directeur qui était extraordinaire, qui avait tout compris des principes managériaux. Je sais que si je lui présente ce principe, il va se l'appliquer à lui-même et il va certainement inciter ses cadres à le mettre en pratique. Voilà. Voilà, l'idée, c'est ça. Hein, nous, on connaît des bons managers, on sait on sait où ils sont, on les a identifiés grâce à nos audits croisés ou nos missions de formation ou autres. Voilà, l'idée, c'est de donner un coup de projecteur sur eux. Voilà, puis leur permettre aussi pourquoi pas, de s'améliorer eux-mêmes, hein, parce que personne n'est parfait. Et tu as réfléchi à des... Pardon, vas-y, Serge. Non, tu as réfléchi à des partenariats possibles, genre ANACT, parce que c'est un peu leur domaine, ou AFNOR, qui pourraient… Non, pour l'instant, on en est à juste tester, prototyper, puis après, on verra. Une fois qu'on aura un truc qui tient la route, qui aura été un peu testé. Jean-Marc, tu voulais dire quelque chose? Non, je t'ai vu lever la main. Non, je disais au revoir à ma collègue. J'étais dans l'empathie ou dans la sympathie. Dans la sympathie. Moi, je voulais juste dire que la dernière étape qui pourrait être que celui qui a été primé est tuteur ou va aider un autre manager, je trouve que c'est aussi une bonne pratique de progrès dans l'entreprise qui peut être très aidant pour les autres aussi. Tout à fait. Un club des super leaders, à terme, ce serait idéal. C'est chouette, oui. Ouais. Très bien. Qui se mettent au service des autres. Oui, tout à fait. Ouais. Alors, en plus, je pense que ces gens-là, ils sont dans cet esprit-là. Voilà. Ouais, quand on est bienveillant avec son équipe, c'est qu'on a aussi envie voilà, on sait que ça marche, on sait que ça fonctionne, que tout ce qu'on donne, on le reçoit en retour. Et, voilà, je pense qu'on a très envie que ça se généralise partout quand on voit qu'ailleurs, ce n'est pas nécessairement le cas. Ça a ses limites aussi, quoi. Hein. Voilà. Bon, je ne sais pas si vous avez déjà eu des délégués syndicaux dans vos équipes, mais voilà, des fois c'est chiant. Non, pardon, je n'ai rien dit, c'est pas bien. Il y en a plein qui sont ça ne se dit pas, ça. Ça se dit pas. Très bien. Bon, si vous n'avez pas d'autres remarques, on a pas mal débordé par rapport à notre engagement. C'est vrai qu'on a des petits soucis techniques au début. Ouais, ça va. Voilà, mais je vous propose donc de rester en contact voilà, par mail, en tout cas pour les personnes qui ont participé, ou peut-être même les autres. Enfin, ceux qui sont inscrits, au moins, en tout cas, on fera suivre un modèle d'enquête. Et puis, n'hésitez pas à faire remonter des idées, des suggestions, des propositions de partenariat, si vous en voyez. Voilà, Merci beaucoup de votre partage, en tout cas.